Bonjour à toutes et à tous, c'est ici, c'est maintenant, bienvenue sur notre émission Duo-Politique générique. Et nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui de nouveau dans ce live de notre émission Duo-Politique. Aujourd'hui, nous allons recevoir, nous recevons deux invités et non pas un. Voilà. Alors aujourd'hui, nous recevons Habiba Bigdad. Aujourd'hui, nous allons parler de la crise sanitaire, des mesures qui sont prises en conséquence et par la suite de la crise économique. Et pour ce faire aussi, nous allons accueillir Camille Sari. Alors, je vais faire une petite présentation, mais avant cela, bien évidemment, j'ai oublié de vous présenter les intervenants habituels, à savoir notre consultant habituel, Juan José Dorado, qui est toujours fidèle au poste. Comment tu vas aujourd'hui? Ça va? Très bien, merci beaucoup de cette nouvelle émission qui promet être très intéressante. Ouais, surtout qu'aujourd'hui, en fin d'émission, on vous promet une chronique très intéressante, mais je n'en dis pas plus. Et puis, évidemment, aujourd'hui, nous avons Walid à nos côtés, notre modérateur habituel, voilà, qui va nous faire part de vos différents commentaires, de vos différentes questions. Donc, nous serons là pour répondre à vos questions et puis, bien évidemment, nos invités, nos experts seront là pour y répondre. Alors, Habiba Bigdad, vous êtes donc, je vais vous présenter, vous êtes donc une ancienne élue, une ancienne maire adjointe sur la commune de Nanterre. Vous êtes spécialisée donc dans le domaine de la santé. Vous êtes aussi experte, en tout cas vous avez une expertise et une expérience dans le domaine hospitalier, dans l'administration. Donc c'est d'autant plus intéressant parce que justement on va vous poser des questions par rapport à ce domaine-là. Et puis aussi à cela s'ajoute votre rôle de délégué départementale des Hauts-de-Seine, justement, de la Ligue des droits de l'homme. Alors, tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. Comment allez-vous aujourd'hui? Bien, très bien, je vous remercie. Merci à Madame Prenesti pour votre invitation. Et je suis vraiment ravie, au lendemain de ces courtes vacances, d'être avec vous aujourd'hui. Ah, vous êtes partie en vacances? Ouais, mais d'ailleurs, ça se voit, vous avez des bonnes couleurs. Au sud de la France, hein. Ah ouais. De très belles régions. Eh ben, ça va, ça s'est bien passé avec du monde. Justement, on va parler de ça, des mesures sanitaires. On va voir d'ailleurs un petit spot après, une fois que j'aurai fait la présentation de notre deuxième invité. Et vous pourrez nous faire part de ce que vous avez pu voir justement et nous dire que vous étiez de quel côté? En Occitanie, dans le département de l'Aude. D'accord, ok. Alors, je vous disais que nous avions donc un deuxième invité. Nous avons à nos côtés un expert, un économiste, s'il vous plaît. Donc, Camille Sari. Donc, comme je viens de le dire, vous êtes économiste. Vous êtes aussi auteur de plusieurs ouvrages. Notamment, un dont je reviendrai par la suite, qui a été considéré comme référentiel par le président de la République actuelle, justement, Emmanuel Macron, lorsqu'il était ministre de l'économie. On reviendra là-dessus un peu plus tard. Mais par contre, vous avez écrit un dernier livre, vous venez à peine de le terminer. Il s'intitule Les 3 mondes d'après. Arrêtez-moi si je me trompe. Est-ce que c'est bien ça? Covid-19, oui. Les 3 mondes d'après. D'après. Voilà. Alors, pourquoi les 3 mondes d'après? Parce que justement, on parle du monde d'après, ce qui se passe après cette crise sanitaire et bien évidemment de cette crise économique. On va justement parler du plan de relance économique à l'échelle européenne parce que effectivement, il y a eu ce sommet à Bruxelles la semaine dernière du 17 juillet au 21 juillet, c'était quand même un sommet qui était assez exceptionnel. Donc, on reviendra là-dessus, sur cette question, en deuxième partie. Donc, première partie, on va aborder la première partie par rapport donc aux différentes mesures sanitaires liées justement à cette crise. Donc, on fait quand même un petit rappel. Aujourd'hui, on a quand même dépassé la barre des 30 000 décès avec 180 000 cas confirmés, Juan José. Donc effectivement, c'est une situation inédite, on va pas revenir là-dessus. Beaucoup de Français, en tout cas, ont été paralysés. Il y a des conséquences aujourd'hui. Nous n'avons plus
ces problèmes de masques. Et donc, eh bien, il y a en tout cas des mesures imposées. Aujourd'hui, on est en période de vacances. Comment les Français, justement, s'adaptent à cette situation? Alors, avant de parler de ça, je vous propose, eh bien, de visionner un petit spot publicitaire qui vient du ministère de la Santé. Vous allez voir, c'est assez drôle. Enfin, si on peut dire ainsi. Hey! Hey! C'est la première fois que tu viens ici, toi, non? Non, non! J'étais là l'année dernière! Ah! Mais j'avais les cheveux plus courts! Ah, mais c'est pour ça aussi! Ouais, ça doit être pour ça! Et sinon? Bah sinon j'ai un an de plus, quoi! Non, mais c'est pas ce que je voulais dire! Ça te dit qu'on aille se baigner? Ouais, ok! Passons un bon été avec les bons réflexes. Cet été, le virus circule toujours. Ensemble, continuons d'appliquer les gestes barrières. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé. Alors, quand vous voyez ce spot publicitaire, qu'est-ce que ça vous inspire? Alors, Habiba, je vous laisse la parole, allez-y. Je trouve qu'il est assez drôle, mais je pense qu'il se voulait un peu satirique. Hein, ouais. Ce poste, parce qu'il y a plein d'autres messages issus du ministère de la Santé un peu plus oui. sérieux et tout. L'objectif, c'est de dire, voilà, donner un exemple vraiment extrême de comment on peut passer ses vacances pendant cette crise sanitaire. Moi, je reviens du sud de la France, ouais. donc c'était pas du tout ça. Bah oui, c'était ça la question que j'allais vous poser, bien sûr. Gens, je veux dire, les gens entre eux, les gens qui sont en famille, qui viennent en groupe, qui sont qui partagent déjà la même chambre, le même espace, ouais. ils n'ont pas besoin d'être à 1 mètre de distance. Par contre, les mesures de distance distanciation, physique étaient vraiment respectées. Ah oui? Entre les groupes de famille, entre les groupes d'amis, les gens n'étaient pas vraiment très proches. Et je trouve que quand même, c'était nous, on a vraiment vécu de bonnes vacances, sans stress, sans foule. Les gens ont vraiment respecté, vraiment. Est-ce que vous avez ressenti justement, parce que là vous me dites vous avez pas vu de stress, mais par rapport, est-ce que vous avez vu un changement de comportement? Là, je parle pas que de la plage, en fin de compte. Hein. Oui, les gens circulent avec des masques, même si c'est pas obligatoire, parce que les masques sont obligatoires uniquement dans les lieux publics, effectivement. Clos, mais dans l'espace public, il y en a qui continuent quand même à porter le masque par prévention, et c'est une bonne chose. Le respect, c'est-à-dire que quand le masque n'est pas porté, ceux qui tiennent, par exemple, des supermarchés ou dans les petits commerces, ils vous remettre à l'amende, j'ai envie de dire, ouais. en demandant de porter le masque. Beau jeu de mots, d'ailleurs. Ouais. Vous ne rentrez pas, ils sont assez stricts, donc c'est assez bien respecté. Et les gens le font remarquer. Est-ce qu'il y avait plus de monde ou pas, enfin par rapport à d'habitude? Parce que là, c'est quand même une situation inédite, hein, on va pas se mentir. Est-ce qu'il y avait moins de monde ou pas? Parce que moi, c'est la question que je me pose, en fait. Je pourrais pas vous donner cette comparaison, puisque moi, c'était la première fois que je descendais dans le sud de la France pendant une période estivale. Mais quand on voit les plages qui sont très grandes et que les gens sont vraiment à distance, je pense pas qu'il y ait tant de monde que ça il n'y a pas foule vraiment. Juan Rosé, comment tu sens, toi, la situation? Est-ce que tu as la sensation que les Français se privent d'aller en vacances justement par rapport à cette crise sanitaire qui peut inquiéter? Parce qu'après, on va en parler avec Monsieur Sari. Est-ce que tu as la sensation que les Français se privent ou alors ils vont justement en vacances pour essayer de ne pas penser à ce qui va se passer au mois de septembre parce qu'on ne fait que le marteler dans les médias? Alors, dire qu'ils se privent des vacances, on n'a pas encore les chiffres. Ce qu'on sait, c'est qu'ils ont changé leurs habitudes des vacances. Donc, vous avez une grosse partie des Français partaient à l'étranger. Ils ne le font plus, donc la plupart restent en France. La plupart ont peut-être déserté, vous avez tout à fait raison, le littoral, les plages pour aller se retrouver en famille, à la campagne. Mais c'est un phénomène qu'on connaît en France, c'est un phénomène qu'on connaît en Italie et qu'on connaît en Espagne, parce que ce sont les pays les plus proches de chez nous. Par contre, ce qui est significatif est justement ce que vous avez signalé par rapport à la distanciation sociale dans les plages. Donc, il y a moins de monde, les gens respectent cette distanciation sociale. Il y a des mairies qui ont pris des dispositions justement pour accéder aux plages et que tout le monde puisse le faire dans des bonnes conditions. Mais là où le bas blesse, c'est qu'en dehors de ça, où on aurait pu penser à un moment donné que ça allait être le moment le plus compliqué à gérer, en fait on s'est rendu compte que le moment le plus compliqué à gérer, c'est pas ça, c'est la ville, c'est les soirées, c'est les quais de Seine à Paris, ou c'est les bois de Vincennes, ou le bois de Boulogne, ou dans d'autres villes françaises, des choses équivalentes en fait. C'est plutôt un segment très particulier de la population
peut-être les jeunes ou les moins jeunes, mais en général entre 18 et 30 ans, qui effectivement font fi de la distanciation sociale. Et donc le problème question plage, suis surpris, que ce soit en France, en Espagne ou en Italie. Par contre, là où je suis aussi surpris, mais malheureusement surpris, c'est justement voir qu'il y a une certaine irresponsabilité d'une partie de la population qui paraît avoir oublié qu'on est toujours sous la pression, le flou de la pandémie. Est-ce que c'est pas le fait que nous sommes dans une période estivale, que les gens ont envie de fuir une certaine réalité qui, en fin de compte, les inquiète, parce qu'on va pas se mentir, c'est inquiétant. Le fait d'entendre tout le temps, voilà, on a une crise économique qui arrive, on va avoir une récession de 10%, vous allez pouvoir vraiment nous l'expliquer par rapport à tout ça. Et puis, moi, la question que je voulais te poser aussi, Juan José, c'était par rapport à l'Espagne, parce que, effectivement, il y a beaucoup de gens qui voulaient partir en Espagne et qui finalement n'y vont pas. Il y a aussi la côte basque aussi qui est touchée par, en tout cas, ce Covid. Bon, il n'y a pas que cette région-là, hein, mais in fine, c'est parce que ça reste quand même des destinations très prisées. Est-ce que justement il y a une différence par rapport à tout ça, par rapport aux destinations, au comportement des Français, parce que bon, le comportement des Français n'est pas sans cause. Par exemple, il y en a moi qui sont partis du côté de la Costa Brava, de la Catalogne, qui est une destination principale des Français pendant les vacances. C'est vrai. Il y a moins des Français qui sont allés, c'est une réalité. Ceux qui vont font très attention aux conditions justement des distanciations sociales. Le problème, paradoxalement, c'est pas les Français, c'est plutôt les Anglais et les Allemands. Ça peut paraître bizarre, mais que ça soit dans les îles Baléares, que ça soit sur la côte catalane, ce sont d'autres nationalités qui posent des problèmes, et c'est pas le cas des Français, parce que les Français, vous l'avez dit, peuvent être inquiets, ils le sont, et je comprends très bien qu'ils le soient, parce qu'aujourd'hui même, enfin hier plutôt, le ministre de la Santé, qui n'impose pas l'obligation de porter des masques dans la rue, à l'extérieur, a par contre fortement conseillé, il a dit, il est conseillé de les porter. Donc pour l'instant, il n'y a pas l'obligation comme en Espagne, où ça la plupart rentre, dans les des habitudes, régions, c'est obligatoire de les porter dans la rue, à l'extérieur. Mais en France, effectivement, si on ne fait pas attention, puisqu'on sait qu'il y a à peu près, comme en Espagne, 1000 cas de contamination par jour, grosso modo, si ça continue comme ça, bah, cette mesure-là qui a été déjà avancée en tant que conseil pourrait devenir effectivement aussi obligatoire en France. Mais au-delà de toutes ces mesures, en fait, il y a quand même enfin, moi j'ai la sensation, hein, dites-moi si je me trompe, qu'il y a une sorte de culpabilisation qui est en train de se mettre en place, parce que certes, on peut pas nier cette réalité. Il y a quand même plus de 30 000 morts, hein, donc on va pas revenir là-dessus. C'est une réalité, mais maintenant, effectivement, quand on rentre quelque part, ou même quand on se balade dans la rue, eh bien, effectivement, comme tu viens de le dire, il y a des Français qui vont le mettre maintenant par peut-être mimétisme. En fait, ça rentre dans les mentalités. J'ai cette sensation-là. C'est une réalité, puisque vous l'avez dit, on parlait avant le commencement de l'émission, effectivement, on voit même à Paris donc des gens qui portent le masque dans la rue, ce qui est très bien si vous considérez qu'il faut le faire, parce que je vous disais, il y a cette segment de la population qui est un peu insouciante par rapport à la réalité qu'on vit, parce qu'ils oublient aussi qu'il y a une partie de la population, notamment ceux qui sont déjà décédés, mais qui avaient un certain âge, qui étaient des personnes âgées, il y a des personnes chroniques, donc qui sont là et qui effectivement auxquelles on doit aussi faire attention. Parce que faire attention pour soi, ça veut dire aussi faire attention pour les autres. Alors, Monsieur Sarri, je voulais vous poser une question toute simple à l'échelle française. Effectivement, donc voilà, on voit que les Français quand même partent quand même en vacances, même si effectivement il y a quand même des moyens qui sont moindres, puisqu'il y a eu en tout cas une cessation d'activité, il y a eu beaucoup de chômage partiel, donc forcément qui dit ce genre de choses, eh bien dit moins de moyens. Malgré tout, les gens partent en vacances. Est-ce que c'est le fait que bon voilà, le déconfinement a eu lieu voilà le 11 mai, les gens reprennent la vie. Est-ce que c'est aussi pas d'une certaine façon de pousser les Français à faire repartir l'économie française? Oui, je vous remercie tout d'abord, Audrey, de m'avoir invité. Ah, c'est moi, je vous en prie. C'est un plaisir. Et bon, il y a plusieurs, je dirais, réflexions
à travers votre question. Tout d'abord, il y a une théorie économique ultralibérale qui dit que les agents sont rationnels. Les agents, c'est vous, c'est moi, ils sont rationnels, qu'ils vont se comporter de façon rationnelle et que c'est les marchés qui vont tout régler, qu'il n'y a pas besoin d'État, rien du tout. Et moi, évidemment, je suis un anti-libéral, je conteste ça et on le voit à travers ce que vous dites. Ce que vous dites, effectivement, les gens partent en vacances, mais ils ont les moyens de partir en vacances. Le niveau je vais vous expliquer pourquoi. Comment expliquer ça? Le niveau d'épargne n'a jamais été aussi élevé que en ce moment. Pourquoi? Dites-nous. Bon, je commence par mon exemple. D'accord. J'ai plus de dépenses pour aller au parc d'attractions, pour aller au restaurant. Je suis plus sous la pression de mes enfants d'aller au restaurant, je sais pas où, etc. Il y a beaucoup de dépenses et puis les vacances, etc. Tout ça, ça a limité nos dépenses à tous. C'est vrai, pendant un certain temps, exactement. Il n'y avait que l'alimentaire, l'électricité. Il n'y avait pas de consommation. Donc, il y a une épargne importante. C'est vrai. L'État n'a pas laissé tomber, comme nous le savons tous, beaucoup de salariés. Il y a eu un accompagnement, c'est-à-dire il y a eu ce qu'on appelle le chômage partiel. Oui. Pour que ça c'est une bonne. La France a été de ce côté-là généreuse. C'est c'est l'histoire de la France, c'est la Révolution française, etc. Je vais pas détailler là-dessus. Ce sont des acquis, c'est-à-dire que par rapport à tous les autres pays, on a décidé, enfin ça a été décidé que les entreprises gardent leurs salariés et qu'il n'y ait pas de rupture. Pour les entreprises. C'est ce que moi, cette idée, je la défends avant la crise. On aurait dû l'appliquer depuis des décennies, on n'aurait pas eu la situation actuelle. Bref, donc il y a eu un accompagnement. Par contre, là où les agents, quand on parle d'agents sur le plan économique, c'est vous et moi, nous ne sommes pas rationnels tous. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas mesuré donc que sera la rentrée de septembre. La rentrée de septembre, et c'est pas moi qui le dis, c'est pas les journaux, la presse qui dramatisent. Ce sont des faits. C'est-à-dire que en septembre, octobre... Ça reste très abstrait. Ça reste très abstrait, mais il y aura forcément des entreprises qui vont décéder, qui vont faire faillite. Oui, qui vont déposer le bilan. Il faut savoir que en temps normal, il y a à peu près une entreprise qui meurt qui ferme, qui fait faillite, qui est liquidée sur 2 au bout de la première année de création. Oui, alors forcément, il y a le taux de mortalité normal. La crise, ça n'aide pas. Et avec cette crise-là, ça va être terrible. Eh oui. Il y aura des secteurs, évidemment, je vous fais pas un dessin. Il y a des bars, restaurants, activités touristiques, enfin tout ce qui est événementiel. J'en ai fait beaucoup. Je sais que c'est une grosse machine, les foires, les salons. Mais tout ça c'est à l'arrêt. Mais est-ce que ça va relancer l'économie justement cet été? C'est aussi à l'arrêt et ça va durer parce que ce qu'on nous dit. Et ça, c'est tous les organisations, je dirais, de transport aérien disent que ça ne repartira pas avant 2023. Pourquoi? C'est ce que vous avez dit là tout à l'heure, c'est que les gens, on leur dit vous pouvez voyager, mais ils vont vous dire, moi, qui me dit que je vais venir à Paris? Et beaucoup restent en France. Du Royaume-Uni ou d'Espagne et que je vais pas rester piégé ici. Vous avez vu ce qui s'est passé là en Angleterre. Oui, c'est aussi une réflexion. On aura dit, exactement. maintenant, dès qu'on va rentrer d'Espagne, quarantaine. Quarantaine de 14 jours. Là, il y a cette crainte de se dire je sais pas si nous exactement. serons tous d'accord ici autour de ce plateau de passer 15 jours de nos vacances dans un hôtel, etc. Ah oui, parce qu'après, il faut les financer. Il y aura des conséquences. Le président de la République, Monsieur Macron, il a dit qu'il y aura 800 000 chômeurs de plus à la rentrée. Il l'a dit. C'est-à-dire que c'est officiel, c'est même pas caché. Et ça, c'est logique. Je dis pas que c'est juste. Je dis,
c'est que l'État ne pourra plus subventionner. Oui, il pourra et là, plus, Audrey, voilà. vous avez dit quelque chose de très important, vous Oui. l'avez souligné, Dites-moi. c'est qu'on a pris des mesures pour encourager l'économie. Bien sûr, On a obligé les enfants à aller à l'école et au collège. Parce que, et pourquoi on n'a pas commencé par les lycées? Ils peuvent rester chez eux, enfin, ils peuvent sortir. Non, on a commencé par les maternelles qui se touchent, qui s'embrassent, et alors, puis les on reviendra là-dessus. Moi, j'étais regardé là, vraiment, c'est des enfants, hein, ils se font. Alors, des Monsieur bisous. Sarri. Et donc, voilà, donc tout ça, c'était pour relancer l'économie et le tourisme. Alors, je me permets de vous couper parce que Walid, visiblement, tu as des questions des internautes. Alors, on t'écoute. Alors déjà, on va commencer par saluer toutes les personnes qui nous ont rejoints. Merci beaucoup. Et déjà, toujours cette question récurrente, Audrey, autour de cette illégalité autour du port du masque. Ah oui, alors ça, c'est Carlo, c'est le spécialiste avec le fameux décret du 10 juillet, justement. On les invite à regarder la dernière émission, du Exactement, coup, parce que, la dernière émission de Réaction 19. Alors là, franchement, je pense que c'est Carlo qui est le plus à même de répondre, en tout cas, sur cet aspect légal ou illégal. Et donc, comme tu viens très bien le souligner, il faut suivre les lives. Et beaucoup de personnes aussi pensent que la pub que tu as montrée tout à l'heure est vraiment ridicule. Ah oui, voilà. c'est-à-dire que voilà, je voulais, voilà. Exactement, c'est pour ça, j'attendais les réactions. On a quelques réactions. Alors, selon le Washington Times, le coronavirus, le plus grand canular de toute l'histoire, Audrey. Ah bon? Parce que pourtant, les Américains, ils sont particulièrement touchés. 150 000 qui apparemment doivent pas penser la même chose. Ouais, moi, je veux juste me mettre à la place des personnes et des familles qui ont vu un proche. Bah voilà, c'est ça. Donc ça, de ce point de vue-là, c'est assez compliqué Le danger, c'est qu'on le voit pas, le virus. Alors après, on peut se poser la question, est-ce que il y a une volonté politique derrière d'utiliser cette situation? Ça, c'est une autre question. Pardon, Walid. Non, il n'y a pas de souci, Audrey. Vas-y, je t'en prie. Non, mais je t'en prie. Et dernier petit point, en fait, à cause de la situation actuelle, tout le monde n'a pas l'argent pour partir en vacances. Ben oui, justement. Vas-y. Allez-y, pardon. Allez-y, Aviva. Non, parce que vous disiez tout à l'heure, effectivement, qu'on n'a jamais autant épargné, mais ça, c'est pour les personnes qui ont un travail et qui ont la sécurité de l'emploi. Mais qu'est-ce qu'on a vu pendant ce confinement? C'est les inégalités sociales qui sont remontées en pleine face, franchement. Les distributions alimentaires, de première nécessité. C'est vrai qu'on n'a jamais vu autant de milliers de personnes. Moi, franchement, alors que je sais bien, en plus, j'habite dans une ville populaire. Il y a des personnes. On le rappelle, Nanterre. À Nanterre, qui ont besoin, d'aide sociale pour pouvoir se nourrir. C'est une réalité. Beaucoup d'associations sur le terrain, effectivement. Pas que à Nanterre, dans plein de quartiers populaires. Non, mais vous avez raison de le souligner. Et là, on s'est rendu compte, en fait. Donc tout ça, c'était caché parce que les gens, ils vivaient, ils avaient leur petit boulot et puis la Seine-Saint-Denis aussi, en plus. Et pas que. Voilà. Et on a vu finalement que dès que l'activité est arrêtée, les gens ne peuvent plus se déplacer pour aller faire des petits boulots, il n'y a plus de revenus, c'est zéro en fait. Donc, et il faut se nourrir, et on a vu des queues et des queues de distribution, pour les distributions alimentaires. Et d'où ma question en fait. Donc finalement, il y a les gens, pour certaines personnes, ils ont vraiment vécu cette crise très durement. Violemment, de plein fouet. De plein fouet. Et là, pour eux, pour le coup, il n'y a pas d'économie. La question, elle se pose pas. Et là, leur objectif, c'est quoi? C'est juste retrouver un état, on va dire, normal pour aller retourner travailler et pour pouvoir justement... Pour survivre, en fait. C'est ça. Le confinement, effectivement, a creusé la différence entre ceux qui ont quelque chose et ceux qui n'ont rien. C'est la réalité. Une situation ça c'est une réalité. Par rapport à l'économie, c'est vrai, Monsieur Sarri l'a dit, l'épargne n'a jamais pratiquement été aussi importante qu'il l'est aujourd'hui. Mais en même temps, c'est un problème économique parce que vous savez que si vous épargnez mais vous ne consommez pas, vous avez du mal à relancer l'économie derrière. C'est une question, économique. D'ailleurs, le gouvernement se pose aujourd'hui la question de toucher au taux du livret A, qui est là surtout on met des milliards et des milliards, puisque c'est le produit épargne phare des Français. Et puis, pourquoi on ne consomme pas? Mais parce que on n'a pas confiance dans l'avenir. Quand on ne sait pas ce qui nous attend, vous l'avez signalé, déjà, pas l'année prochaine, mais au mois de septembre, au mois d'octobre, forcément, on préfère mettre de l'argent de côté. Mais vous avez tout à fait raison, pour ceux qui peuvent mettre quelques euros de côté.
Et c'est vrai qu'il y a toute une partie de la population qui n'a pas du tout les moyens de le faire. Oui, donc en fait, c'est vraiment les inégalités qui sont en train de se creuser. Quand on parle, oui, de l'épargne, bien sûr, il y a ceux qui mais il y a des couches de la population qui sont, même avant le coronavirus, qui étaient déjà dans des situations précaires. Voilà. Bon, moi j'ai la chance, ou peut-être ça fait partie de mon comportement associatif à Montreuil, de faire partie d'un groupe Solidarité. D'accord. Donc, au jour le jour, le Secours populaire, et puis tout, et Emmaüs, etc., pour ne pas les citer, ils ont dit qu'il y avait des personnes qu'on voyait jamais, c'est-à-dire des cadres moyens, des gérants de société, des artisans, des gens qui sont pas des... Parce que en France, et dans la plupart du pays, il y a ceux qui sont privilégiés, entre guillemets, hein, ceux qui sont dans la fonction publique, eux, ils ont continué à recevoir leur salaire. Ceux qui sont dans les grandes entreprises, ils ont reçu leur salaire et complété. Mais les artisans, les professions libérales, ceux qui vivent de petits boulots, ceux qui etc. Et ça fait beaucoup de monde, ça fait passer. C'est la majorité. Eux, ils ont été en difficulté. Mais moi, j'ai aussi une pensée pour les enfants parce que là, je me rends compte que moi, j'ai des enfants en bas âge. Il a fallu avoir 2 PC, une imprimante, et je peux vous dire que j'ai passé donc toute ma journée à faire l'école. Oui, voilà, c'est un mode de vie qui est complètement... Quand on a 5 enfants et qu'on n'a même pas de PC, qu'on n'a pas d'imprimante, moi je l'ai vu dans les cours par Zoom, il y a beaucoup qui n'y arrivaient pas à suivre. Donc les inégalités sont déjà là. Oui, et là je m'inquiète. Moi j'ai poussé l'association des parents d'élèves. J'ai dit, ne pensez pas qu'à vos enfants. Pensez qu'au niveau général, le niveau général va baisser. Ah bah là, en septembre, on va le ressentir. Parce que j'ai dit, il faut vraiment, ne soyez pas individualiste, parce que moi, je peux dire, mes enfants, ça c'est très bien, ils ont même mieux travaillé parce que c'était personnalisé. Mais par contre, je veux pas que le niveau soit bas au mois de septembre, là, à la rentrée, donc si tout se passe bien. Et là, on va avoir quand même des problèmes. Mais plus généralement, il y a des solutions quand même. Il faut rester optimiste. Il y a une mesure gouvernementale. Et là, je suis vraiment ni pour ni contre le gouvernement. Je suis celui qui critique le plus tous les gouvernements sans cesse. Mais c'est de continuer à subventionner les emplois de certains secteurs qui ne retrouveront pas d'activité. Il ne faut pas se leurrer. Jusqu'à peut-être 2021, de les accompagner encore et de ne pas arrêter ces aides. Vous parliez 2 secondes. Je te donne la parole tout de suite, Walid. Mais j'ai une question qui me brûle les lèvres que je veux poser à Monsieur Sari et aussi à Habiba. Vous avez donc des enfants. Comment ils le vivent, cette situation, par rapport justement aux mesures sanitaires? Comment est-ce qu'ils arrivent à intégrer le fait de mettre des masques au quotidien? Quelles questions ils vous posent? Je parle des enfants. Hein, oui. Moi, j'ai lu, et ça s'applique à ce que je vais dire, j'ai lu des analyses de psychologues, pédopsychologues qui disent qu'il y aura 2 catégories d'enfants. Des enfants qui vont sortir renforcés du confinement parce qu'ils sont dans une cellule familiale protégée, solidarité, travail de fond, etc. Et ceux-là, ils ont bien vécu le confinement. Et il y a d'autres qui ont subi, nous sommes tous au courant qu'il y a eu des violences quand même vis-à-vis des enfants, entre les couples. Moi, j'ai pas mal, je croise des couples qui me disent, je dis comment vont les enfants? Ah oui, mais on a divorcé, les enfants, etc. Oui, parce que ça, c'est une problématique qu'on oublie. C'était le contraire, parce que j'ai des enfants moi, j'ai jamais réussi à faire des enfants méchants. Alors, tant mieux, j'ai envie de vous dire. Mes enfants sont plus dans le harcèlement. Non, mais je me bats aussi. Je me bats. C'est une bataille que j'attire. Il faudrait peut-être qu'un jour, Audrey, qu'il y ait
une émission sur le harcèlement à l'école et le suicide. Alors là, bien volontiers. Le suicide des enfants. Bien sûr. Donc là, au lieu que ma fille... Il y a un accompagnement qui est fait. Qui est au collège, d'être toujours embêtée par celui à gauche, à droite et qu'elle se concentre pas. Là, elle était à côté de moi. Voilà, il y avait une bulle de protection. Elle a redressé. Elle était vraiment mal partie au début d'année. Oui. Elle a rattrapé son retard. Alors, et mon fils qui est en CP, qui a maintenant 7 ans, il a fini le programme et je peux vous dire, alors que je vous parle, il fait des devoirs à la maison, il est heureux. Mais moi j'ai moi j'ai eu la chance que j'ai anticipé le corona. En janvier, oui, vous les avez encadrés. En janvier, je l'ai dit devant toutes, il est sur ma page Facebook. Alors, on va y revenir. Etc. On va y revenir. J'ai dit les Chinois, j'ai voyagé en Chine, je sais pas combien de fois. J'ai eu des contacts au plus haut niveau. Ils ont menti sur le. On l'avait dit lors de notre dernière interview d'ailleurs. Ils ont menti sur les chiffres. 1500 victimes sur 1,5 milliard. Alors que nous ici on est, et ça va pas, enfin je vais être un peu méchant. Et j'ai préparé en janvier, j'ai dit au maire de Montreuil, il faut acheter des masques pour les enfants. Vous nous en aviez parlé. Malheureusement, il a essayé, mais l'État français avait préempté les masques. Il n'y avait plus de masques. Il n'y avait pas assez. C'est pour dire que moi, j'étais préparé. Est-ce qu'on peut... Et c'est pas le cas malheureusement de toutes les familles et de beaucoup d'adultes. Juan José, donc on peut considérer que effectivement, tout de suite, Walid, je te donne la parole parce que je vois qu'il y a des questions. Tu me fais signe. Non, il y a pas de souci. On peut considérer effectivement, même Habiba, vous pourrez nous dire que effectivement les inégalités sociales qui existent et qui subsistent et qui en tout cas s'agrandissent avec cette crise. En fin de compte, on peut considérer que chez les enfants ça peut être la même chose en fonction justement des familles et de l'accompagnement. Là, c'était vraiment l'exemple typique, c'est-à-dire l'accompagnement, l'encadrement, la diffusion de l'information. Juan José, est-ce que tu penses que il y a des enfants qui, en tout cas, même s'ils sont dans des conditions sociales peut-être pas forcément favorisées, est-ce que l'école en septembre pourra, en tout cas, les aider à digérer cette situation parce que bon, on l'espère forcément. Ils ont géré comme on a pu les mois des confinements. Vous l'avez dit, la rentrée ça va être compliqué parce que de toute façon il y a un manque de savoir. On n'a pas pu donner correctement aux enfants, mais Madame Bigdad pourra parler beaucoup mieux que ça puisque vous avez travaillé avec dans votre parcours avec des enfants, donc dans l'accompagnement des enfants par le passé, donc vous connaissez bien le sujet. En fait, pour parler en tout cas de mes propres enfants et puis de toute façon en général sur la ville de Nanterre, on a dû. J'étais encore adjointe au maire donc pendant. Effectivement, parce que les élections municipales, elles ont été exactement en fonction. On a pu voir justement tout à l'heure on parlait un peu des inégalités sociales, on va dire par rapport économiquement, on a vu qu'il y avait vraiment des fractures, mais il y a aussi une fracture numérique. Et même quand on voulait mettre les enfants à l'école, on va dire à distance, on a bien vu il y en a certains enfants qui étaient absents totalement parce qu'ils n'avaient pas le matériel. C'est un vrai sujet, ça. Et même quand vous avez le matériel, vous n'avez pas forcément l'accès à Internet. Bien sûr. Oui, parce que tout le monde n'a pas, chacun a Internet sur son portable, mais tout le monde n'a pas forcément la Wi-Fi à la maison pour pouvoir se connecter. Et cette fracture numérique, justement, elle est ressentie. Et j'espère, en tout cas, parce que là, vous parliez justement de la rentrée scolaire. Effectivement, une partie du programme a été amputée là, sur cette dernière période. Je l'espère, je pense, en tout cas. Je pense que ça va être fait comme ça, c'est que la rentrée prochaine, ce ne sera pas une rentrée normale. C'est-à-dire l'objectif, ça sera de remettre à niveau tous les élèves qui seront passés à la classe supérieure. Je pourrais vous le dire, je reprends l'enseignement en septembre, donc je vais être servie. Voilà, donc là, le travail des enseignants, et je leur souhaite vraiment bon courage. Ils ont été très présents pendant la période de la crise. Et là, il va falloir vraiment qu'ils voient chaque élève un à un, évaluer tous les élèves pour voir leur niveau et pouvoir se mettre... de mettre tous les enfants au même niveau dans la classe pour pouvoir peut-être démarrer une vraie rentrée, peut-être en novembre. Mais ça, c'est un sujet qu'on abordera de toute façon en septembre, parce qu'effectivement, enfin en septembre, peut-être un peu plus tardivement, de sorte qu'on puisse avoir des éléments de réponse. Walid, alors les questions. Quelques petites choses, Audrey. On va commencer par Juan José, toujours aussi pertinent. On manque de journalistes comme ça en France, c'est ce qui se dit.
Posons-nous les bonnes questions et ayons l'argumentation qui va avec. Ouais. On a Michel qui trouve que sur ce plateau, on va trop dans le sens du gouvernement. Ah bon? Son avis, c'est ce qu'il a écrit. Alors c'est magnifique, je suis très étonnée. Et c'est Jolie qui pense qu'il faut arrêter de psychoter, Audrey. Faut arrêter de psychoter à propos de quoi? Au niveau des enfants. Quand on parlait des enfants. Quand même, c'est une question qu'on peut pas, en tout cas, éluder. Les enfants, quand on leur explique, excusez-moi. Oui, non mais je vous en prie. Quand on leur explique, ils comprennent, hein, les enfants. Donc on leur dit qu'il faut mettre les masques. Lorsqu'il y a un accompagnement. Mais je pense que les messages sont diffusés pour parler des adolescents qui ont tous des smartphones et qui communiquent entre eux, parce que malgré tout, peut-être moi je pense que les enfants de l'école élémentaire et maternelle, avaient besoin quand même de retourner à l'école pour se remettre du lien social. Et pour les collégiens et les lycéens, eux, ils sont restés en lien entre eux. Hein, donc, bah oui, parce que ils n'ont pas été très perturbés. Il y a un point qui est important, c'est que quand on voit ce qui se passe dans beaucoup de pays, par exemple en Syrie, du jour au lendemain, la Syrie c'était un pays stable, etc. Du jour au lendemain, les enfants vivent dans des campements, et bon, avec tous les problèmes qu'on connaît. Les enfants, contrairement aux adultes, sont plus résilients, c'est-à-dire ils sont capables d'assimiler une nouvelle situation, mais ça dépend des adultes. Si les adultes, dès le départ, ils leur inculquent une peur et puis des inquiétudes, et on voit, et moi je reproche pas à certains parents, à certains adultes, une situation qui est quand même compliquée, c'est que professionnellement ils avaient des problèmes et que ça se rejaillit sur les enfants. Ça c'est un fait. Mais par contre, c'était aussi à nous. Moi, j'étais avec mes enfants, j'ai participé à des émissions sur des chaînes de télé pendant le confinement. Oui. Et on s'est croisés Exactement. un jour. Vous avez accepté une de mes invitations. Voilà. Et les enfants, je leur dis, venez avec moi parce que j'avais Paris tout seul. Donc, il n'y avait pas de bouchons, ça circulait très bien. Je leur dis, ils m'ont dit, non, papa, nous, on veut pas être contaminé, tout contaminé. Donc, oui, donc voyez, il y a une responsabilisation. Il y a une responsabilisation et jusqu'à aujourd'hui, c'est moi qui les pousse à sortir. Mais plus généralement, moi, je reviens sur, il y a quand même eu des erreurs on aurait pu éviter le confinement dur qu'on a eu. Et là, c'est pas pour faire plaisir à nos critiques, c'est que moi j'ai écrit beaucoup de choses sur les fautes du gouvernement français et tous les gouvernements. J'ai écrit même j'ai écrit un article qui s'appelle Les mensonges d'État. J'ai reproché au gouvernement français, comme à beaucoup de gouvernements, de ne pas avoir anticipé dès le mois de janvier, quand je vois monsieur Delfraissy qui est un homme, il dit que la Chine, c'est loin, je pensais que le virus n'arriverait jamais. Mais monsieur Delfraissy, je suis pas médecin, mais le virus se transporte par les humains. Et il y a 30 millions de Chinois qui viennent et qui repartent. Il y a eu des voyages. Les Chinois je peux vous dire que sur le continent africain, il y a presque 500 000 Chinois. C'est pas des résidents. C'est des commerçants qui vont voyager. J'ai fait dans mon livre l'état des vols entre Wuhan et le reste du monde en novembre, décembre, janvier, c'était par des centaines. Donc il y a des erreurs de tous les gouvernements, dont le gouvernement français, parce que on est dirigé aussi par des technocrates, par des énarques. Il va falloir un jour réformer cette institution et faire peut-être embaucher des gens de la banlieue, de la Seine-Saint-Denis, de préférence. Qui sait, peut-être qu'avec le nouveau gouvernement, on peut avoir des bonnes surprises. Alors Walid, dernière question. Parce que on va aborder la deuxième partie, on est pris par le temps. Juste un commentaire qui m'a touché un peu. Franchement, mes filles ont souffert du confinement. C'est leur père qui a leur garde et violence psychologique et physique insensée de ne pas pouvoir les protéger. Oui, non, mais de toute façon, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Il y a quand même eu certaines violences psychologiques et physiques, malheureusement, qui ont eu lieu. Et donc ça, on peut pas le nier. Ça les a exacerbées. Elles existaient. Ça les a exacerbées. Le confinement, dans tous les cas de figure, ça change les comportements. Alors déjà que c'est une réalité, que ça existe. Alors en plus, là, il fallait vraiment s'adapter. Donc c'est pour ça que je voulais aborder cette question. Maintenant, sans transition aucune, je voulais aborder effectivement le plan
de relance économique qui donc s'est décidé la semaine dernière entre le 17 juillet et le 21 juillet. Je voulais justement aborder cette question parce qu'on a la chance d'avoir à nos côtés donc Monsieur Sarri. Alors, avant d'aborder cette question, je vous propose de regarder un petit montage, un condensé de la conférence de presse que Emmanuel Macron avait donné, en tout cas, lors de ce sommet à Bruxelles. Juste le temps que ça arrive. Voilà. Et après, on pourra revenir sur le contenu. Capacité d'emprunter en commun, de mettre en place un plan de relance solidaire pour la première fois. L'objectif que nous nous étions fixé, d'une enveloppe de 750 milliards d'euros au total, a fini par obtenir l'accord de tous, avec, Madame la Chancelière, elle a rappelé, en effet, une enveloppe pour les subventions qui a été finalement de 390 milliards d'euros, mais ce qui est une enveloppe conséquente, qui permettra d'ailleurs pour chacun des pays de financer une part non négligeable des plans nationaux. Je suis convaincu que ce plan, ce budget, sont de nature à répondre aux défis sanitaires, économiques et sociaux qui sont aujourd'hui les nôtres dans chacun de nos pays, et que décider en quelque sorte de ne pas y répondre c'eût été décider de dépenser beaucoup plus dans quelques mois ou quelques années. Nous avons porté l'exigence d'un budget consacré pour 30% au moins à des dépenses climatiques, et donc un budget cohérent avec le Green Deal décidé il y a quelques mois. Je veux conclure ici en soulignant l'essentiel, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une étape majeure qui pour nous a été franchie. Le plan de relance fondé sur cette solidarité européenne, c'est un changement historique de notre Europe et de notre zone euro. C'est la première fois que nous mettons en place cette capacité budgétaire commune à ce niveau-là, en la basant sur une capacité d'endettement commun pour des projets nouveaux et en dessinant la perspective de ressources budgétaires propres additionnelles. Voilà. Alors, il y a plusieurs aspects. Oui, là, je me suis entendue, génial, avec un écho, super. Bon, il y a plusieurs aspects, en fait, dans ce petit reportage. Alors, il est abordé, en tout cas, le chiffre, l'enveloppe de 750 milliards d'euros dans la totalité, en tout cas pour tous les pays européens. Il y a 40 milliards alloués à la France. Donc ça, par contre, je vais vous poser la question. Je vais bien évidemment vous poser la question, quel est le mécanisme, quel est le fonctionnement, comment la France, en tout cas, va rembourser, quel est le système, tout simplement, pour, en tout cas, nous tous, en tout cas, qui ne sommes pas experts en économie. Le deuxième aspect, il a parlé des dépenses dirigées vers l'écologie. Et puis, il y a un troisième aspect qui est assez important, c'est qu'aujourd'hui, ce sommet représente la première représentation d'une politique fédérale. Jusqu'à présent, on avait une politique économique avec l'euro, bien évidemment, mais il était très compliqué de pouvoir parler d'une politique fédérale. Aujourd'hui, en Europe, tous les pays, et pas que à l'échelle mondiale, tous les pays sont concernés, donc ils sont bien évidemment obligé de se mettre d'accord. Avant de vous poser la question, je vais demander l'avis de Juan Rosé. Comment tu perçois ce sommet-là? Est-ce que c'est le début justement d'une politique fédérale? Est-ce que c'est un semblant? Est-ce que justement ils n'ont pas eu le choix? C'est ça. Alors la question, est-ce que c'est historique tel que tous les dirigeants européens ont voulu présenter ce sommet et cette mutualisation de la dette, parce que c'est les mots qu'on utilise très souvent. Exact. Alors, à ce niveau-là, c'est historique. Est-ce que c'est une première mesure fédérale? Oui, dans une certaine façon, mais la réalité, c'est que l'image qui est sortie de ces sommets est quand même assez entamée dans la mesure où, tu l'as dit, ça commence le 17 et on arrive à un accord un dimanche très tôt dans la matinée, voilà. Et avec des pays comme la France qui, à un moment donné, a même dit qu'elle quittait le sommet. Donc en fait, oui, on parle de solidarité sans oublier que cette solidarité
il a fallu transiger à droite et à gauche avec des pays qui voulaient pas oui, payer. Rapport de force. On sait qu'il y a un rapport de force qui a été établi entre certains pays, ce qu'on appelle les radins entre guillemets, ou les frugaux comme on veut, mais et les autres pays, l'Espagne, l'Italie, les Portugal et la France. N'oublions pas, et je parle bien de la France, vous l'avez bien dit, c'est que l'Italie c'est le premier pays qui va recevoir le plus d'aide, suivi de l'Espagne avec 140 milliards, mais le troisième pays, c'est la France. Le troisième pays, c'est la France, avec ses 40 milliards qu'elle va toucher. Donc, cette pandémie a touché tout le monde. L'Europe s'est mise d'accord pour avancer ensemble. On a du mal à le faire, mais n'oublions pas que la solidarité, et ça, je vous le dirai un peu plus tard, c'est l'Europe, mais c'est aussi nos concitoyens, celui qui est à côté. Oui, voilà, ce sera le sujet de ta chronique. Donc oui, effectivement, ce sommet est assez particulier. Alors comme tu dis, est-ce que c'est un semblant de dire que c'est historique? Je garde le meilleur pour la fin, hein. Je vous garde en dernier. Abiba, comment vous l'avez perçu? Est-ce que vous êtes confiante? Est-ce que vous pensez que effectivement aujourd'hui la France ne peut plus vivre, en tout cas sans l'échelle européenne? Est-ce que ça va apporter en tout cas une certaine confiance auprès des Français? Parce que bon, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, hein, cette crise économique, on n'est pas entre guillemets encore dedans, mais là, on y est quand même, hein, on va pas se mentir. Bah, en fait, si on devait avoir une situation de crise où on va mettre à l'épreuve l'Europe, cette idée qu'on a de l'Europe, bah, c'est maintenant. C'est vrai. En fait. Donc, c'est bien, donc, il s'agit d'un virus qui circule dans l'air, donc tout le monde, j'ai envie de dire, le monde entier est concerné. Là, on voudrait régler et puis aider les pays dans la zone européenne et aider les pays qui ont été le plus touchés. Parce que c'est quoi la conséquence? Si on n'aide pas, c'est que la maladie va continuer à se propager. C'est vrai. Et ceux qui ne sont peut-être pas aujourd'hui, les frugaux peut-être très touchés, vont finir par l'être. Donc c'est une question de santé publique, c'est quelque chose qu'on fait avant même d'être touché. Ça, c'est le principe de la santé publique. Voilà. Donc, moi, je n'irai pas dans les détails parce que je ne suis pas une économiste. Je n'ai pas vu dans le détail les accords. Mais ça a été le déclencheur. Voilà. Mais moi aussi, je serais très prudente par rapport à ce qu'on dit, comme quoi ce serait un accord historique, parce que souvent, c'est ce qu'on dit pour cacher autre chose. C'est autre chose que je ne sais pas. Mais sur la solidarité, moi, je pense essentiel que sur cette question de crise sanitaire qui touche la santé de tout le monde, et on l'a vu, qui touche tout le monde, toutes les catégories socio-professionnelles, les plus pauvres comme les plus riches, les plus jeunes comme les plus vieux. Exactement. Ça touche tout le monde. Et là, l'Europe doit donner un bon exemple, justement, de ce qu'est cette idée européenne de solidarité, chose qu'elle n'a toujours pas faite, on l'attend toujours. Est-ce que vous avez la sensation qu'Emmanuel Macron, justement, quand il dit que c'est historique, c'est une façon de rassurer tous les Français qui ne comprennent pas les mécanismes, et justement, vous allez pouvoir nous l'expliquer, Monsieur Sarri, après. Est-ce que c'est une façon un peu de cacher C'est très compliqué à comprendre, donc effectivement, c'est beaucoup de communication. Alors Monsieur Sarri, pardon, oui, parce que là, disons que à l'image de ce qui se passe dans le monde, les téléspectateurs sont un peu à bout. Donc, je vais te lire ce commentaire. Vas-y, je t'en prie. Alors, quand est-ce que tout s'arrête? Virus de la peur, plein pouvoir à certaines grandes puissances, notre liberté, notre égalité, notre fraternité. Voilà, les téléspectateurs sont à bout, Audrey. Non, mais c'est vrai, c'est des de liberté, en fait. C'est des problématiques qui sont, de toute façon, on le redit, clairement évoquées, en tout cas avec Carlo. Ça, c'est clair et net que c'est son cheval de bataille. Maintenant, c'est clair et net, on va pas nier que c'est une crainte commune. Et c'est pour ça, justement, que, en tout cas, moi, on a voulu aborder ce sujet. Cette crise économique, ça reste dans l'esprit de tous les Français sans vraiment comprendre les tenants et les aboutissants. Alors, Monsieur Sarri, est-ce que vous pouvez nous expliquer, de façon très vulgaire, bien évidemment, le mécanisme, justement, de l'endettement de tous les pays européens et, alors, bien sûr, à l'échelle européenne et à l'échelle française? Comment est-ce que ça aura des impacts sur la consommation des Français, voilà, dans un premier temps? Oui, c'est historique parce que ça aurait dû être fait en 2011. D'accord.
J'étais le seul à l'écrire, c'est dans mon livre, hein, Monnaie Finance de Bomokrac, que le ministère avait acheté 20 exemplaires, je l'ai remercié à l'époque, c'est Monsieur Macron qui était... Monnaie et Finance du Bomokrac, toujours chez l'Harmattan, qui a été, et je le disais dans le début de l'émission, pardonnez-moi de vous couper, une référence pour Emmanuel Macron, qui à l'époque était ministre de l'économie sous la présidence de François Hollande. Il y avait des idées qui ont été aussi prises par le candidat Hollande. À l'époque, ce que je disais, c'est ce qui se passe actuellement. À l'époque, c'était impossible. On ne pouvait pas le faire. Et il a fallu cette crise sanitaire. J'avais dit, intervention de la Banque Centrale Européenne. Alors justement, j'allais vous demander comment ça fonctionne. Ça, c'est peut-être dû à ma formation. J'avais fait un DEA. C'est la première année de doctorat. Oui, vous avez deux doctorats, oui. Monnaie, finance, banque. Ça manquait à tous les économistes, mais surtout quand on a une pensée unique, on a un carcan. Il y a un qui parle et puis tous les autres qui suivent. Ils sont rentrés. Madame Merkel a imposé une politique d'austérité qui a assassiné, mais c'était la pauvreté chez les Grecs, chez les Espagnols, chez les Italiens et même en France. Donc quel est le rôle de la Banque Centrale Européenne dans tout ça, justement? Tout ça, ça aurait dû, je l'ai écrit, je l'ai dit dans toutes les vidéos. C'est Christine Lagarde qui décide. Hein, bon, la Banque Centrale Européenne, ça lie avec tous ces emprunts, ces crédits. Oui, c'est pour ça la que je vous Banque centrale, son rôle, c'est de se substituer à toutes les banques en cas de faillite. D'accord, pour réguler. Oui, c'est-à-dire que avec une banque centrale digne de ce nom, il n'y aura pas de faillite de banque, et il y aura, je me rappelle, nous nous rappelons tous, pour ceux qui sont plus âgés, et moi-même, je ne vais pas faire de la publicité, mais c'est un fait, hein, c'est pas... Le Crédit Lyonnais a fait faillite. Et moi, j'étais client de Crédit Lyonnais. Donc, nous n'avons rien vu parce que l'État, la Banque Centrale, ils ont injecté des milliards. Nous, clients, on n'a pas perdu un centime. Et il y avait la Banque Centrale Européenne a hésité à intervenir parce que Madame Merkel, l'orientation libérale que je combats, monétariste, avait dit non, il faut rembourser les dettes. D'ailleurs, Emmanuel Macron disait que l'Allemagne et la France n'étaient pas toujours d'accord, mais l'un sans l'autre, ils ne pouvaient rien faire. Mais, voilà, et j'avais dit à l'époque que le problème de la dette, il ne faut pas imposer aux États, dans une période de crise, un déficit à 3% du PIB, c'est-à-dire qu'il fallait, c'était un dogme, et qu'il fallait pas dépasser les 100%. Oh là là, ça va être la catastrophe. Maintenant, on est à 120%. Qui s'en inquiète? Mais j'avais dit à l'époque que, et c'est ça le cœur de cet accord, j'avais dit, mais les États ne sont pas comme nous. Audrey, vous, j'espère que vous allez vivre longtemps, mais vous n'allez pas vivre jusqu'à 150 ans. Alors, c'est très intéressant ce que vous dites là. En tant que banquier, je suis désolé, je ne peux pas vous prêter sur la base d'une espérance de vie que vous allez mourir dans 150 ans. Je suis désolé, je suis banquier, je ne vais pas le faire. Je vous aime beaucoup, mais... Non, bien sûr, on parle d'endettement, donc... Moi, l'État, j'ai pas de durée de vie. Je peux emprunter à 30 ans, c'est ce qu'ils ont fait. Mais je peux même emprunter sur 100 ans. Ça sera pas avant 2050. Sur 100 ans. Et puis, les nouveaux qui rentrent, que les nouveaux arrivants remboursent et ainsi de suite. Je suis l'État. Et au pire des cas, on fait tourner la planche à billets. On fait tourner la planche à billets. Et là, c'est un scandale. Tout ça, c'est dans mon livre. Hein, je vous dis, tout ça, je le raconte. On fait tourner c'est quoi la planche à billets? Ça, Audrey, vous savez que le pays le plus endetté, qui était déjà en 2011 le plus endetté du monde, c'est les États-Unis. Les États-Unis, 7 milliards. 7 000 milliards de dettes, ils sont détenus par la Banque centrale, c'est-à-dire que la Banque centrale prête.
et elle le met dans un tableau. Et puis on va en parler peut-être dans 50 ans. Ah oui, Monsieur Sarri, je vous dois ça. Malheureusement, c'est ça le mécanisme. Et je vais très vite. Oui. Le mécanisme, il est le suivant. C'est que 390 milliards vont aller aux aides de l'Espagne, l'Italie. L'Italie c'est 70, l'Espagne c'est dans les 50 ou 60 et la France 40. Et ce sont des subventions nettes, c'est-à-dire pas remboursables. Alors j'ai juste une question, est-ce que vous pouvez me répondre juste par oui ou par non? Le reste c'est des crédits, le reste c'est des crédits. Les 500 c'est des crédits. Je voudrais introduire la chronique de Juan Rosé parce que vraiment il nous reste vraiment 5 minutes. Okay. Est-ce que ça aura des conséquences sur l'appauvrissement des Français et des Européens? Au contraire, si c'est bien géré, ça permettra à payer quand même les intermittents du spectacle, les événements. Donc c'est pas forcément négatif. Tous les secteurs qui pourront pas redémarrer, on pourra l'État, parce que le gouvernement français, je le défends pas, moi je donne des chiffres. Hein, c'est pas la peine de diaboliser ça. Ils sont déjà, je les ai critiqués tout le temps. Il y aura 100 milliards, un plan de 100 milliards. 60, ça vient des caisses de l'État français et 40 de l'Europe. Et 100 milliards, ça sera juste pour aider aussi les plus défavorisés, les plus démunis. Mais c'est pas leur argent. Vous savez que c'est l'argent de qui? C'est l'argent de nos enfants. C'est l'argent, ce sont nos enfants, nos petits-enfants qui peut-être un jour auront à rembourser. Mais je pense que la Banque Centrale Européenne va intervenir, mais pas que. Il y aura un report sur les générations futures. Du remboursement de la dette. Du remboursement, c'est ça le problème. C'est que nous, peut-être on va être sauvés, mais moi, ça me suffit pas. C'est pour les générations futures, effectivement. Je veille maintenant à ce que mes enfants ne rentrent pas sur leur tête une dette par enfant. C'est-à-dire, quand je parle de mes enfants, c'est toute la population française. On entend bien. Voilà. Merci, Monsieur Sarri. Juan Rosé, on va écouter ta chronique avant de rendre l'antenne, si tu as le temps. Dernière petite commentaire. Les téléspectateurs, 2 minutes, parce que après je dois rendre. Pardon. Nous trouvent parfois naïfs sur ce plateau, Audrey. Ah oui? C'est ce qu'ils disent. Eh ben, écoutez, on va essayer de moins l'être alors. Pardonnez-moi. Juan Rosé, on va t'écouter pour ta chronique et puis après on fera juste un dernier mot de conclusion avec nos 2 invités. On t'écoute. Alors moi je vais être naïf, donc pour les téléspectateurs qui nous regardent, je vais être naïf, je vais parler des solidarités. Oui. Vous savez, la solidarité, c'est entre tas, 750 milliards, c'est bien. Mais est-ce qu'on sait qu'aujourd'hui en Europe, 22% de la population pratiquement est sous le seuil de pauvreté? Alors 22%, ça représente grosso modo 109 millions de personnes en Europe sont en extrême précarité, au bord de l'exclusion sociale ou sous le seuil de pauvreté. Alors l'Europe, c'est loin peut-être pour certains, mais en France, c'est 14% de la population qui est sous le seuil de pauvreté. C'est 11 millions de personnes. C'est énorme. Alors c'est qui ces 11 millions de personnes? Ces 11 millions de personnes, c'est le monsieur qui passe sur la rame du métro et qui demande 10 centimes. C'est cette dame qui est assise à la porte d'une banque et qu'on fait semblant de ne pas regarder, de ne pas voir quand on va retirer 20 € du guichet. C'est l'homme ou la femme qui est à la porte du supermarché quand nous on sort de faire nos courses. Mais c'est aussi notre voisin. C'est lui qui a du mal à payer le chauffage, ou qui doit décider s'il paye le chauffage, s'il paye le loyer, s'il va au médecin, s'il paye le dentiste, parce qu'il doit renoncer à des choses. Alors ce que je vous demande, je demande à tout le monde, parce qu'on est naïf, mais parfois être naïf, ça vaut la peine, c'est de penser qu'être solidaire n'est pas signe tard. Être solidaire n'est pas un signe de faiblesse, non. Être solidaire, ça veut dire, dans ces temps qui sont les nôtres aujourd'hui, compliqués, ça veut dire qu'on est humain. Alors ce que je vous demande, c'est que quand on va partir en vacances ou pas, et qu'on va voir cette personne assise par terre à dormir avec ses enfants dans un matelas sur le trottoir, comme j'ai vu du côté de la place de la Bastille à Paris, c'est soyez solidaires, soyez humains, et encore une fois, être solidaire aujourd'hui en France ou en Europe ne veut pas dire qu'on est faible. Merci Juan Rosé. Juste
10 secondes. Habiba, je vous laisse vraiment donner un petit mot et après 10 secondes pour vous, mais vraiment 10 secondes parce qu'après je dois rendre l'antenne. Voilà, par rapport à cette chronique, oui. Quel est votre ressenti et puis surtout, bon, par rapport à cette situation qui est, comme on l'a déjà dit, je vais rebondir c'est inédit. 10 secondes. À la solidarité. Toutes les mesures de prévention et de santé publique, c'est de la solidarité. Quand on protège c'est vrai, très bon rappel. Quand on protège les autres, on se protège soi-même et on protège nos enfants. Merci en tout cas, Juan Rosé, pour cette chronique qui est un vrai rappel social. Et Monsieur Sari, vraiment pour être complet, cet accord sur l'Europe, il est important pour nos vies, oui. Mais ça n'a pas, c'est un cadeau. Ils se sont mis d'accord parce que l'Allemagne s'est rendu compte que son avenir c'est en Europe. Parce que l'Allemagne vend 50% vers l'Espagne, les voitures, les Volkswagen. Ouais. Donc c'est une obligation. Ils ont été obligés. C'est que leur nez est tombé dans la farine pour qu'ils acceptent et c'est pas crise sanitaire. Cette crise sanitaire et que par contre il faut sortir de la logique de marché, moi je défends des coproductions avec des emplois etc, de la formation. Et on dépend plus de la Chine, on dépend plus des États-Unis. Merci. On assure du travail pour nos enfants et nos petits-enfants et pour les jeunes actuellement, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui vont arriver sur le marché du travail. Merci, Monsieur Sari. Merci à tous, en tout cas, d'avoir participé à cette émission. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir posé toutes ces questions. Et puis, eh bien, écoutez, affaire à suivre. On est en plein, en tout cas, dans cette situation inédite. Entre crise sanitaire et crise économique, comment les Français s'adaptent, eh bien, on verra la suite. Rendez-vous, en tout cas, pour le mois de septembre. Walid, tu voulais juste peut-être un dire grand quelque merci chose? à la Réal, comme d'habitude. Merci. Parce que, oui, c'est vrai. On n'est rien. C'est vrai parce que effectivement, oui, sans Yanis, eh bien, effectivement, non, mais on est toute une équipe et on est ravis d'être tous ensemble au rendez-vous. Voilà. En tout cas, on vous donne rendez-vous, eh bien, au mois de septembre pour de nouveaux numéros, des nouvelles problématiques, des nouveaux invités. Et puis, on vous tient au courant de toute façon sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup.